bonsoir à tous et à toutes. Alors ça fait près de 30 ans qu'existe ce rendez-vous, le pôle Info Santé, créé en 93. Il y aura bientôt un anniversaire d'ailleurs à fêter, Christine, je te le dis, ça c'est sûrement prévu. Le pôle Info Santé, c'est né d'un partenariat entre le CHU de Poitiers et l'Espace Mendès France. C'était vraiment l'idée de rapprocher le grand public des experts du CHU, des médecins, des professeurs, des spécialistes. Et dans l'idée de créer un lien direct et que le public puisse poser toutes les questions qu'il souhaite à ces spécialistes. Alors à chaque fois il y a un thème, puis l'idée c'est aussi de faire de la prévention évidemment. Alors cette nouvelle édition du pôle Info Santé, bien sûr elle a quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du festival Voix publique. Là aussi il y a l'expérience, c'était 30 ans, là c'est la 22e édition de ce festival qui propose des événements gratuits à Poitiers, témoignages, expositions, conférences, autour d'un thème, une tendance, un phénomène de société. Et cette année, c'est l'intelligence artificielle qui a été choisie, un thème que nous avons décliné dans l'univers de la santé pour le pôle Info Santé. Pour en parler, nous avons avec nous 3 experts qui sont avec nous. Mais juste avant de les accueillir, je voulais passer la parole à celui qui a eu l'idée, Monsieur Thierry Desplanques, administrateur de Voix publique, qui a eu l'idée de ce thème et qui a eu l'idée de cette soirée. Je vous propose de prendre ce micro. Hop, tenez. Ça doit être bon, hein. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. D'abord, je n'ai pas eu l'idée. On était tous un groupe et c'est tout Voix publique. Les thèmes sont décidés à la majorité, à vote à main levée. Voilà. Et donc cette année, c'était intelligence artificielle. Il se trouve que il y a une conjonction de planètes et maintenant tout le monde parle d'intelligence artificielle. Ça a explosé parce que tout le monde a découvert, ou le monde entier découvre ChatGPT, le bébé d'OpenAI. Donc dans tous les journaux, c'est l'intelligence artificielle. En fait, on est 3 médecins à Voix publique et on a compris depuis quelques années que l'intelligence artificielle était déjà au cœur de notre métier. Les imageurs utilisent déjà l'intelligence artificielle, ou on va dire plutôt les technologies d'intelligence artificielle, parce que je pense qu'intelligence artificielle, ça va impliquer pour le grand public qui a un phénomène d'intelligence. Non, c'est des mécanismes, des algorithmes. Donc ces technologies d'intelligence artificielle, on a besoin de voir jusqu'où elles peuvent aller, si on peut l'imaginer, parce que on rentre dans un monde qui nous paraît tous surprenant. Les grands spécialistes, quand ils ont vu apparaître ChatGPT, ont annoncé que c'était bluffant, époustouflant, ahurissant. Même eux, qui passent leur temps à manipuler les algorithmes, ils sont surpris. Donc nous, on est aussi avides de comprendre comment l'intelligence artificielle va arriver, ou est déjà le cas, et surtout comment elle va se développer, quel est l'avenir à court et à moyen terme. Donc Olivier Renaud, Madame Christine Fernandez-Malouagne et le docteur Mathieu Boisson vont éclairer notre sujet. On vous remercie vraiment d'être venus très nombreux. Ça fait plaisir à toute l'équipe de Voix publique de voir qu'on remplit une salle et on sait qu'il y a des fidèles, mais vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Je vais juste ne pas oublier de vous dire de prévoir quand même la 2e conférence qui est incontournable avec notre mentor à tous en éthique, le professeur Gilles. Et en aparté, je voulais dire qu'il reste une place pour un atelier IA et BD, s'il y a des gens qui sont motivés. Et pour l'atelier de demain à 14h, si vous êtes intéressés, vous venez me voir entre deux. Je serai disponible, on prendra votre nom. Voilà, n'oubliez pas qu'il reste encore la conférence de Jean-Gabriel Ganassia sur la philosophie et l'IA, les conférences sur IA et droit.
et la conférence du dernier jour IA et défense avec le général Pierre et Nicolas Moinet. Voilà, je vous remercie encore d'être là. Je passe la parole. Merci beaucoup. Alors voilà, pour parler de ce thème de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, nous avons 3 experts. Professeur Christine Fernandez-Malouagne, qui est professeure des universités, co-directrice du laboratoire I3M, on y reviendra tout à l'heure, dans un instant. Docteur Olivier Renaud, qui est chef du service laboratoire d'anatomie, cytologie, pathologique. Et le professeur Mathieu Boisson, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Poitiers. On va faire ensemble une sorte d'immersion dans la médecine prédictive ce soir, notamment. Moi, je m'appelle Romain Mudrac, je suis médiateur pour la soirée et donc je prends vos questions, je passe la parole dans la salle. J'ai déjà une question. Si vous en avez et vous ne souhaitez pas prendre le micro, n'hésitez pas à les écrire et à me les faire passer. Comme ça, moi, je les prononcerai à votre place. Ça, c'est un fait. Et tout de suite, on va pouvoir commencer avec vous-même, Madame Malouagne. Madame Fernandez-Malouagne. Alors, professeure des universités, co-directrice du laboratoire I3M. Alors, I3M, imagerie métabolique, multinoyau, multi-organes. C'est un laboratoire qui a la particularité d'être un laboratoire commun entre l'université, le CHU, le CNRS et l'entreprise Siemens Healthineers. Vous allez nous parler de modélisation informatique. C'est très, très intéressant, la modélisation informatique des organes du corps humain qui permet de prévoir leur comportement dans de nombreuses situations. On parle de jumeaux numériques ce soir avec vous. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Christine Fernandez-Malouagne. Donc moi, comme je disais tout à l'heure en aparté, je ne suis pas docteur en médecine. Je suis docteur en traitement du signal et des images, avec une habilitation à diriger des recherches en mathématiques. Et j'ai le plaisir, avec mon collègue Rémi Guilvin, neuroradiologue, donc de coordonner ce laboratoire, qui est un laboratoire unique en France, qui travaille sur de la recherche translationnelle, donc depuis les modèles mathématiques jusqu'au lit du patient, et pour aider les médecins dans leur diagnostic. Donc même si je ne suis pas médecin, je vais vous parler de patients, mais moi je vais vous parler de patients 2.0. Alors ce patient 2.0, en fait on le constitue déjà à partir de l'imagerie. L'imagerie médicale, c'est vraiment la révolution dans le domaine de la santé du siècle dernier. Et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de toutes les spécialités. L'imagerie, c'est déjà en elle-même une aide au diagnostic, parce que regarder une belle image, c'est déjà finalement une information sur l'anatomie, sur le fonctionnement d'un organe. Mais finalement, quand on y met des outils mathématiques et informatiques, l'objectif, c'est d'essayer d'enrichir, de quantifier l'information qui peut être produite par des systèmes d'imagerie, qui nous donnent très rapidement des masses de données informatives. Et ces masses de données, eh bien, on va les manipuler avec ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, qui n'est d'autre finalement que des algorithmes, donc du traitement automatique de l'information, qui est permis par finalement des calculateurs très très puissants. Et il ne s'agit pas seulement finalement d'exploiter des statistiques, des paramètres de manière isolée, mais aussi de construire des modèles pour finalement donner du sens, et c'est particulièrement important dans le domaine de la santé. Donc finalement, l'objectif, c'est d'intégrer, de structurer toutes ces informations, essentiellement à base d'images que l'on reçoit, pour personnaliser l'information et construire donc le jumeau numérique d'un patient. Ce jumeau numérique, il va permettre quoi? Il va permettre plusieurs choses. Il va permettre, par exemple, de faire ce qu'on appelle de la biopsie virtuelle. Une biopsie, il y a forcément un risque. Surtout, moi, je vais vous parler beaucoup d'imagerie cérébrale. Une biopsie du cerveau, ce n'est pas anodin. Il y a des risques même létals. Et puis, finalement, il peut y avoir des tas de conséquences. En plus, quand on fait une biopsie, j'ai envie de prendre l'image d'un carottage. Si on fait carottage dans un mur, ça va être à un endroit particulier. Et donc, vous imaginez, finalement, dans un organe, on va aller prélever finalement une partie de cet organe, mais à un endroit précis, et peut-être qu'on va passer à côté de l'information qui se trouvait quelques millimètres à côté. En plus, on ne va pas pouvoir faire une biopsie tous les jours, toutes les semaines, alors que l'imagerie, si l'imagerie permet finalement de faire cette biopsie virtuelle, eh bien, elle peut être produite de manière non invasive, presque autant de fois qu'on le veut. En plus, ce jumeau numérique, il va nous permettre de faire de la simulation thérapeutique, donc de simuler le comportement de plusieurs molécules thérapeutiques, de gestes chirurgicaux, et finalement de prédire aussi la réponse à ces gestes thérapeutiques.
thérapeutique. Pardon. Alors, ce jumeau numérique, on va donc le construire essentiellement à partir d'imagerie. Et on a la chance au CHU de Poitiers d'avoir une plateforme d'imagerie absolument remarquable, notamment avec 2 IRM Auchan. Un IRM, donc 3 Tesla, installé donc depuis l'automne 2017. Un IRM 7 Tesla installé depuis l'automne 2019. Et cette imagerie dite ultra au champ, elle nous permet d'avoir non seulement une image de très haute résolution anatomique, donc des détails très précis sur les organes, mais aussi des informations fonctionnelles, donc sur le fonctionnement des organes, et des informations métaboliques. Et si je prenais une image, en gros, je donne une image d'une autoroute. La résolution anatomique, c'est donner un bon plan de mon autoroute. L'imagerie fonctionnelle, ça va être de dire attention, il y a un ralentissement sur mon autoroute. Et puis l'imagerie métabolique, ça serait de dire j'ai identifié, là, il y a finalement une voiture qui est en panne à cet endroit précis. Et donc de pouvoir imaginer après quoi faire pour améliorer la situation. Alors juste une petite parenthèse pour dire que des IRM donc ultra haut champ, 7 Tesla, Tesla étant la puissance de l'IRM, il y en a finalement très peu dans le monde. Vous voyez qu'il y en a une vingtaine aux États-Unis, une trentaine en Europe, une petite dizaine en Asie. Et en particulier en France, il n'y en a que 3. Ces trois IRM 7 Tesla, les 2 premières ont été installées au CEA de Saclay, donc en région parisienne, une autre à l'hôpital de la Timone à Marseille, mais ces 2 IRM 7 Tesla sont uniquement pour de la recherche. Et nous avons la chance à Poitiers d'avoir l'accréditation dite CE qui nous permet donc d'avoir l'utilisation aussi clinique. Et donc on utilise à la fois cette IRM pour des manips de recherche, mais aussi avec des vrais patients qui nous sont envoyés par des collègues spécialistes, et notamment des neurologues, des cardiologues, puisque nous sommes accrédités pour le moment pour le cerveau, cette Tesla, et aussi pour les articulations, notamment le genou. Et donc, ce sont beaucoup des pathologies cérébrales que l'on va traiter avec cette IRM 7 Tesla. Et alors, l'IRM, quand on parle de l'IRM, c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'IRM anatomique. Donc là, effectivement, avec l'IRM anatomique, tiens, il me manque un petit bout de ma présentation, c'est pas grave. L'IRM anatomique en 7 Tesla, ça nous donne des détails de l'ordre de 0,2 mm, donc ça a un gros intérêt. Mais ça nous donne aussi d'autres modalités d'imagerie, d'où le nom de mon laboratoire, multimodalité. C'est-à-dire qu'on va voir avec ce qu'on appelle l'IRM de diffusion les connexions cérébrales. Donc on va avoir vraiment une carte des connexions entre les différentes parties du cerveau. On a aussi de l'imagerie fonctionnelle, de l'imagerie de l'activité finalement du cerveau, et donc, comme je vous le disais, finalement aussi des données sur le métabolisme. Donc on a ce qui n'est pas réellement une image, mais qui sont des signaux qu'on appelle de spectroscopie, qui permettent de voir le fonctionnement des métabolites des organes, et donc notamment du cerveau. Ces métabolites, les médecins dans la salle l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais ils vont fonctionner de manière différente selon l'âge, selon donc la période de la vie, mais selon aussi la période de la journée. Mais on va dire qu'il y a des pics qui sont caractéristiques d'un bon fonctionnement, et donc des variations dans ces pics qui sont caractéristiques d'un mauvais fonctionnement. Un mauvais fonctionnement qui va traduire une pathologie naissante ou existante. Et on va pouvoir reconstruire aussi des images avec ces cartes en allant rechercher le fonctionnement de ces métabolites en différents endroits du cerveau. Et donc, la richesse aujourd'hui de l'IRM de Poitiers, c'est qu'on y ajoute des outils d'intelligence artificielle embarqués qui vont directement exploiter toutes ces informations, finalement, pour aller vers ce jumeau numérique, comme je vous l'expliquais. Alors, un exemple des images qu'on peut acquérir, donc on voit très bien cette belle résolution. Mais ce que va permettre finalement l'IA avec toutes ces modalités, c'est d'aller au-delà finalement d'une imagerie descriptive qui permet donc une aide au diagnostic. Si on regarde ces images, le médecin va pouvoir dire à partir de ces images, ici on voit une lésion. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On voit une lésion, donc une lésion hétérogène, infiltrante, de 45 mm de grand axe, d'allure tumorale. Mais vous voyez bien que dans ce diagnostic, il y a de l'incertitude. On parle de délimitation mal faite, d'allure tumorale. Et donc finalement, l'objectif de l'IA, ça va être de réduire l'arbitraire dans la description, comme le disait René Thom. Et pour réduire l'arbitraire, on va aller de cette imagerie finalement descriptive vers une imagerie quantitative grâce notamment à toutes les modalités qui sont permises par une IRM au champ.
Donc on a par exemple associé à de l'imagerie anatomique, ce qu'on appelle les modalités de T1, T2, qui correspondent en gros à des temps où les atomes d'hydrogène dans les organes vont revenir à la normale quand elles sont soumises à un champ magnétique intense. Donc en plus de cette imagerie donc anatomique T1, T2, on a aussi, comme je vous l'ai dit, de l'imagerie de diffusion, mais aussi de l'imagerie de perfusion, où là on va s'intéresser finalement aux molécules d'hydrogène, mais dans le flux sanguin. Donc ça nous donne encore une autre information, qui est une information donc, de fonctionnement. On peut aussi rajouter ce qu'on appelle des agents de contraste, mais ça n'est pas forcément obligatoire. On peut rester sur du totalement non invasif en regardant l'hydrogène dans le flux sanguin. Et puis on va donc regarder ces informations aussi de spectroscopie, comme on le voit par exemple sur cette diapositive, où on va regarder certains métabolites, des rapports entre ces métabolites, finalement la créatine et la choline, des choses comme ça, des noms un peu barbares, qui vont nous permettre donc réellement de passer d'une imagerie finalement qui donne une information visuelle déjà intéressante, donc ici ce qu'on appelle une image en pondération T1, pour aller vers une image cette fois-ci quantitative, où on va rajouter aux informations de volume, de texture, on va donc rajouter ces informations donc de métabolisme avec des grandeurs physiques réellement mesurables, reproductibles, qui vont permettre des comparaisons pour un patient à différents moments de sa pathologie, et puis aussi des comparaisons entre différents patients. On est vraiment dans cette notion finalement d'imagerie mesurable, quantitative, reproductible, et pas seulement anatomique, aussi fonctionnelle et métabolique. Et les enjeux scientifiques, c'est d'avoir des systèmes de segmentation, d'analyse et de caractérisation automatique des tissus, mais aussi de modélisation biologique dynamique, donc d'avoir de vrais modèles personnalisés de fonctionnement des organes. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des cohortes, donc des données qui sont en général mises à disposition de la communauté scientifique et sur lesquelles, finalement, l'ensemble des médecins, des scientifiques vont tester leurs algorithmes et en tester la validité. Et ça va permettre donc de faire une analyse réellement quantitative pour donc de l'aide au diagnostic, de l'aide au choix thérapeutique et de l'aide aussi au suivi thérapeutique. Et donc pour en arriver à donc cette biopsie virtuelle avec donc un jumeau numérique, donc finalement un patient qui sera reconsidéré avec son imagerie, et pour permettre aussi, on le verra après, la simulation, etc. Alors, donc cette segmentation, cette analyse automatique des tissus, elle est basée sur donc, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle s'appuie sur de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, ça n'est ni plus ni moins que la copie numérique de ce que fait notre cerveau. Un petit enfant, dès ses premières heures, il va commencer à apprendre le monde qui l'entoure. Et puis après, toute notre vie, on continue à apprendre. Ce soir, on va apprendre des choses encore ensemble. Et cet apprentissage automatique, il va donc s'appuyer de la même façon sur des données existantes, des données qui ont été labellisées, étiquetées, pour pouvoir ensuite, face à des données nouvelles, finalement, donner un diagnostic, donner une prédiction aussi, et ça sera l'objet d'autres présentations, de manière automatique. Alors cet apprentissage automatique, il va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui sont totalement copiés sur les réseaux biologiques, c'est-à-dire qu'à la base, l'idée c'est bien d'entrer des caractéristiques, donc des caractéristiques d'un patient, d'une pathologie, de choisir certaines pondérations pour combiner ces informations. Et donc là, vous avez vu, les informations, ça peut être des modalités différentes dans l'IRM, mais ça pourrait être autre chose. Ça peut être des informations génétiques, ça peut être d'autres informations biologiques, ça peut être de la nappate, etc. Et puis ensuite, en fonction de ça, d'avoir une classification automatique. Alors finalement, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, moi j'ai fait ma thèse là-dessus dans les années 90, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais finalement, le grand changement aujourd'hui, c'est que la capacité de calcul des cartes graphiques nous a permis d'avoir vraiment finalement des choses très très paralysables avec des couches multiples, donc à une grande puissance de calcul, qui permet aujourd'hui
finalement de ne plus avoir à choisir les paramètres qu'on va mettre en entrée des réseaux de neurones. On va pouvoir mettre directement une image complète, même des séquences d'images. Et c'est finalement l'intelligence artificielle qui va extraire de ces images et des autres données éventuellement les caractéristiques qui sont importantes pour ensuite aller vers une segmentation automatique des régions, vers une classification automatique en grade, par exemple, d'une pathologie. Et donc ça, c'est vraiment l'état de l'art actuel, comme vous l'avez dit, monsieur. Aujourd'hui, l'IA, elle est déjà, notamment dans les cabinets de radiologie. Par contre, si ça a beaucoup d'avantages, puisque, encore une fois, ça permet d'avoir des mesures reproductibles, fiables, et qui ne demandent pas d'intervention humaine, puisque c'est l'IA qui va extraire elle-même les informations. Par contre, donc, ça nécessite beaucoup de puissance de calcul, ça nécessite beaucoup de données d'apprentissage, parce qu'effectivement, pour bien apprendre, il faut beaucoup d'exemples. Je prends un exemple tout bête. Le petit enfant, au début, il va voir des vaches, des chevaux. Tout ça, c'est une catégorie mammifère à quatre pattes. Pour qu'ensuite il distingue, il va falloir qu'il ait beaucoup d'apprentissage pour qu'il puisse reconnaître un chat d'un petit chien, etc., d'un mouton. Enfin, bon. Donc là, c'est la même chose. Plus il y a de choses différentes à reconnaître, plus il faut de données pour apprendre. Et je sais si dans le domaine de la santé, il y a des cas de figure très différents. Et on en parlait en APAT notamment. Il y a beaucoup de cas différents à apprendre. Et puis, donc, puisque c'est l'intelligence artificielle qui choisit ses caractéristiques, ça veut dire que ces caractéristiques, ce n'est pas forcément les mêmes que celles qu'aurait choisi l'expert, qu'aurait choisi le médecin. Et ça, il faut y faire très attention dans le domaine de la santé, d'autant plus qu'on sait que ces systèmes sont très performants, mais qui peuvent être très sensibles à des modifications toutes petites dans les données d'apprentissage. Donc c'est vraiment un enjeu aujourd'hui pour les scientifiques. C'est finalement le choix des modèles pour arriver à ce qu'on appelle l'explicabilité, donc faire en sorte que tout système d'intelligence artificielle, que ce ne soit pas une boîte noire, mais que ce soit un système où on peut aller regarder finalement quelles sont les caractéristiques choisies, quelles sont les pondérations choisies, pour que l'expert finalement puisse aussi éclairer vraiment son diagnostic et ensuite son choix thérapeutique. Donc ça veut dire que l'analyse classique, encore une fois, ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut à côté construire des modèles mathématiques réalistes qui vont être des modèles de fonctionnement des organes ou d'un processus métabolique quelconque. Et donc l'enjeu, il est aussi, puisque je parlais d'un nombre de données importantes pour l'apprentissage, c'est que ces modèles soient capables de reproduire aussi des exemples. Donc en gros, en imagerie, par exemple, des images de synthèse, mais qui soient suffisamment réalistes, suffisamment comparables à ce qu'est la réalité d'une pathologie et d'un patient, pour finalement revenir alimenter correctement ces systèmes d'intelligence artificielle. Alors, bon, l'enjeu, il est donc bien sûr non seulement de la segmentation des données, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler donc, le monitoring, la prédiction finalement de l'évolution d'une pathologie, des récidives. Je sais que mon collègue en parlera après, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, parce que je suis bavarde. Pour un exemple ici sur le gliome, qui est la tumeur la plus fréquente chez les jeunes adultes, l'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir des modèles qui vont prédire la croissance, par exemple, d'un gliome, et donc de pouvoir prédire le plus tôt possible, de façon à avoir le geste chirurgical qu'il faut au moment où il faut, sans que ce geste chirurgical il soit trop invasif pour que finalement ça lèse d'autres parties du cerveau et finalement introduire d'autres problèmes chez le patient. C'est donc très important d'utiliser l'IA aussi pour faire de la simulation thérapeutique, à la fois pour, comme je vous le disais, préparer par exemple une opération de chirurgie. C'est aussi pour préparer éventuellement la formation des médecins en eux-mêmes. Donc il y a vraiment de très gros enjeux de la prédiction avec l'intelligence artificielle et l'imagerie. Donc pour aller jusque finalement synthétiser un peu ce que je viens de vous dire, l'enjeu du jumeau numérique, c'est quoi? Donc le jumeau numérique, il se construit avec des données médicales, des données d'imagerie, en particulier donc d'IRM, mais aussi d'autres modalités d'imagerie, le scanner, l'échographe. Il se construit donc ce jumeau numérique à l'aide donc, de l'intelligence artificielle, mais il se construit aussi avec des modèles mathématiques réalistes qui vont permettre finalement de construire ce qu'on appelle le connectome. Alors le connectome pour le cerveau, le connectome structurel, c'est l'anatomie du cerveau. Donc c'est construire le plan précis d'un individu
de son cerveau. Alors, il y a des atlas anatomiques qui existent, hein, mais le vivant, c'est de la variété. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de construire un atlas personnalisé. Et cet atlas personnalisé, il doit aussi s'adapter parce que si le patient a une tumeur, qu'on lui a enlevé cette tumeur, il faut prendre en compte cela. Pour tous les organes, ça peut être le cas. Et puis, il faut prendre en compte éventuellement aussi l'ajout de prothèses, etc. Mais aussi, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un connectome fonctionnel, donc aussi décrire précisément comment fonctionne un organe et même l'ensemble des organes, et puis aller jusqu'au connectome métabolique, où là, on va regarder vraiment le métabolisme de chaque organe, et donc même pouvoir prédire à l'avance, en fonction des données d'imagerie, mais aussi éventuellement d'autres données, les pathologies qui peuvent se déclarer. Donc tout ça, ça permet de la biopsie virtuelle, qui permet d'avoir finalement du diagnostic non invasif du tout. Ça permet de la simulation thérapeutique, ça permet de la prédiction de la réponse. Et donc, demain, le parcours d'un patient 2.0, l'idée, c'est que quand il arrive donc, dans un centre de santé, il va donc subir différents examens, de l'imagerie, mais on pourrait parler aussi d'autres analyses biologiques, des tests neuropsychos. Il y a aussi des données éventuellement génétiques, des données donc, sur son passé médical avec des consultations réelles ou virtuelles. Et donc tout ça, ça va alimenter au fur et à mesure son jumeau numérique et ça va permettre aussi de pouvoir finalement mieux prévenir des pathologies qui pourraient exister et mieux traiter les pathologies qui existent. Alors ce jumeau numérique, il permet donc bien sûr le soin, comme je l'ai dit, il permet aussi de la recherche à l'échelle individuelle et à l'échelle collégiale. Il permet donc, la gestion des données de santé et il permet aussi, comme je le disais, la formation des futurs médecins. Et ce jumeau numérique, on peut le dupliquer à l'échelle d'un établissement de santé en disant que tous ces outils numériques vont aussi nous permettre d'optimiser les RH, d'optimiser les gestions de flux des patients et puis de gérer aussi ce qu'on pourrait appeler les soignants augmentés qui sont augmentés de cette intelligence artificielle. Mais on ne fait que de l'aide au diagnostic et au suivi thérapeutique. On ne va certainement pas remplacer les médecins. Voilà, donc juste très rapidement, je voulais vous présenter l'ensemble de l'équipe. Je voulais juste conclure en disant que, bien entendu, il y a des tas d'enjeux, donc des enjeux de santé publique, mais aussi des enjeux économiques. On parlait du problème, finalement, de que fait la Sécu là-dedans pour mon système d'imagerie plus IA. Des enjeux juridiques, parce que c'est très bien de pouvoir prédire, finalement, une pathologie qui pourrait vous arriver à partir de vos données génétiques et de vos données d'image. Tant que c'est dans votre intérêt, pour votre santé, tout va bien. Mais si demain, on vous empêche d'accéder à un prêt pour votre maison ou à un métier particulier parce que on a vu dans votre jumeau numérique que vous étiez disposé à avoir telle ou telle pathologie, ça pose quand même des tas d'enjeux juridiques. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, c'est que l'intelligence artificielle pour la santé, c'est pas seulement de la médecine, c'est aussi de l'informatique, des mathématiques, mais c'est aussi de l'économie et c'est aussi du droit. C'est l'université de Poitiers, finalement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prédire des pathologies, ça, vous l'avez dit, c'est vraiment l'expression qui fait un peu rêver, qui a sûrement fait venir pas mal de gens ici. Si on commence à se dire que c'est possible de prédire des pathologies, ça rend possible tout un tas de traitements préventifs. C'est vraiment vers ça qu'on s'oriente. Vous pouvez reprendre le micro si vous voulez. Oui, c'est vraiment le gros intérêt. Alors, actuellement, on travaille par exemple sur la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. On travaille aussi avec des chimistes et avec des neuroscientifiques à certains traitements. Et puis, dans le monde, il y a beaucoup de chercheurs. Mais en attendant, c'est quand même important, même pour une pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement actuellement, de pouvoir finalement peut-être la prédire longtemps à l'avance pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses pour le patient, pour sa famille, retarder certaines échéances. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on travaille par exemple avec des gens qui viennent pour des plaintes cognitives au CHU, au centre mémoire. Et en fait, on va suivre ces cohortes de patients et pour essayer de prédire ceux
qui viennent pour des plaintes cognitives, qui simplement, comme nous tous, des fois, on ne sait plus où on a mis nos clés. C'est normal, c'est juste un effet du stress, un peu du vieillissement aussi, mais disons que ça n'est pas pathologique. De ceux pour lesquels, effectivement, ces plaintes mnésiques, ça correspond finalement réellement à potentiellement une neurodégénérescence. Donc oui, vraiment, pour moi, l'avenir de l'IA dans le domaine de la santé, c'est vraiment cet aspect prédictif, de pouvoir anticiper sur des maladies qui pourraient se produire. On peut penser aussi à la sclérose en plaques. Il y a un gros enjeu aussi sur la sclérose en plaques, qui est une pathologie qui touche plutôt les femmes et plutôt les jeunes femmes. Typiquement, aujourd'hui, la sclérose en plaques, il y a des traitements qui permettent vraiment de la stopper. Et donc, mais voilà, il faut la stopper avant qu'il y ait déjà eu des symptômes, et des symptômes invasifs, de la motricité, de la vision, etc. Donc il y a vraiment de gros enjeux aujourd'hui pour essayer de prédire des pathologies et de les stopper, de les contrôler avant finalement qu'elles ne produisent trop de dégâts. C'est passionnant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, on va vous transmettre un micro. Ah oui. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. J'avais juste une question par rapport au phénomène d'apprentissage, puisque là, si on continue sur votre exemple d'Alzheimer, ça veut dire qu'en fait, la machine apprend à reconnaître l'Alzheimer, mais s'il survient un truc qu'on n'a jamais vu, du coup, on est enfermé dans un modèle. Alors, justement, c'est bien pour ça que je parlais des modèles. C'est important qu'on alimente à côté des modèles mathématiques et qu'on ne repose pas seulement sur les données brutes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre modèle, il est capable d'extrapoler des choses qu'il n'a pas rencontrées. Et on a toute une série de stratégies, justement, y compris pour les pathologies rares, pour finalement essayer d'avoir des algorithmes d'apprentissage qui s'appuient sur ce qu'on appelle le few-shot learning, donc l'apprentissage sur un petit jeu de données. Parce que finalement, quand je vous disais que... Et ça, c'est aussi copié sur le cerveau, parce que quand je vous disais que plus on voit l'enfant, plus il voit d'animaux différents, plus il va différencier. Mais finalement, quand même, on s'aperçoit que le cerveau humain, il est très performant parce qu'on apprend aussi sur un très petit nombre d'exemples. Et donc là, il y a des technologies qui permettent de faire de l'augmentation de données, par exemple des choses comme ça, pour justement, même pour les pathologies rares, eh bien, arriver à finalement, comme je vous le disais, à partir des modèles, créer finalement des séquences, par exemple, d'imagerie qui n'existent pas. Donc, mais vous avez raison, l'enjeu, c'est de faire aussi de l'apprentissage sur des petits jeux de données en les augmentant par des modèles mathématiques qui sont capables de prédire même des cas qui n'existent pas, mais qui sont susceptibles d'arriver. C'est fou. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond, là-bas. On va vous amener un micro. Bonsoir. Alors du coup, j'avais une question, mais c'est plutôt une double question. Avez-vous un retour, notamment sur la perception des patients et du corps médical quant à l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment dans l'usage quotidien, compte tenu, par exemple, pour citer qu'un exemple, compte tenu des problèmes, par exemple, sur la cybersécurité qui se posent en ce moment? Ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que la cybersécurité, la sécurité du jumeau numérique, je parlais des aspects... Ça, c'est un gros aspect sur lequel on travaille. Tous les hôpitaux, de toute façon, sont sensibles. Ils savent bien qu'on a bien vu toutes les attaques sur les données. Ça, c'est vrai que la cybersécurité, c'est un problème majeur. Maintenant, le retour des médecins, je pense qu'ils le diront. Moi, je travaille avec un neuroradiologue et des internes, etc., qui, eux, sont à fond dedans. Les jeunes médecins, de toute façon, ils sont tous informaticiens. Ils codent mieux que moi, maintenant. Donc, les médecins, moi, avec lesquels je travaille, ils sont convaincus que c'est pour eux une aide, que c'est un plus pour leurs patients. Ensuite, les patients qu'on côtoie, de toute façon, quand ils viennent faire une IRM, finalement, quand derrière on leur explique qu'il y a un protocole de recherche derrière avec l'intelligence artificielle, ça les rassure plutôt parce qu'ils se disent que finalement, ils vont être encore mieux pris en charge. Mais encore une fois, on insiste bien sur le fait que, de toute façon, dans un diagnostic, dans un choix thérapeutique, c'est toujours le médecin qui a le choix au bout du compte. Nous, on ne fait que lui donner des outils qu'on veut donc le plus reproductible possible, quantifiable, etc. Mais voilà, donc... les retours, je dirais, mes collègues médecins vont les faire. Et je pense que le patient, il n'est pas inquiet de cette intelligence artificielle à partir du moment où, de toute façon, en face de lui, il a toujours un médecin qui est là pour répondre à ses inquiétudes. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions. La décision revient au médecin, de toute façon, dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là.
Non, c'était derrière. Merci pour ce très bel exposé. Est-ce que les différentes images que vous avez montrées, bon, je ne sais pas du tout les interpréter, mais j'ai une passion, c'est la thermique. Alors, la question qui arrive est la suivante. Est-ce que votre métrologie, salut Jean, votre métrologie permettrait, alors peut-être à travers les mesures des temps de caractéristiques, d'accéder à la cartographie thermique du cerveau? Il y a quelques interrogations. On pensait isotherme, par exemple, uniforme. Il y a des gradients. Donc, est-ce que ici à Poitiers, on pourrait aller vers ce genre d'investigation? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait de l'IRM sur des fromages par le passé. Et donc, effectivement, on avait des espèces de cartes aussi de température sur le vieillissement des fromages. Maintenant, moi, les radiologues, les neuroradiologues avec lesquels je travaille, ils ne me parlent pas de la température du cerveau. Donc, je ne sais pas, il y a des médecins dans la salle, ils me diront. Donc, on ne fait pas de cartographie des températures, mais quelque part, on fait quand même une cartographie de l'énergie. Et quand je parlais de l'imagerie de perfusion avec finalement la mesure du flux sanguin, pour employer des termes très très simples, c'est quelque part une cartographie, d'une énergie quelconque. Donc, effectivement, l'IRM, c'est une mesure d'énergie, mais l'énergie des noyaux d'hydrogène qui, finalement, sont bousculés par ce champ magnétique très, très fort, là, 7 Tesla. Donc, voilà. Donc, c'est pas une température, pour moi, ce qu'on mesure, mais il y a une analogie totale avec c'est de l'énergie. Hein. Donc, on peut l'appeler température, on peut l'appeler autrement. Oui, mais alors encore une fois, l'image thermographique, c'est autre chose. Puisque là, dans l'imagerie, il y a l'imagerie dans le spectre du visible. Quand vous prenez votre appareil photo et que vous prenez une photo, là, ce qu'on va mesurer, c'est les ondes du soleil, de la lumière qui sont renvoyées par un corps. Donc là, on est dans l'imagerie de réflexion. Là, on est dans une autre énergie qui est l'énergie, en fait, l'énergie magnétique, du champ magnétique. Après, on a aussi de l'énergie dans ce qu'on appelle le spectre invisible, donc l'énergie infrarouge notamment. Et cette énergie infrarouge, c'est l'énergie de la température émise par un corps. C'est ce qui permet, par exemple, la nuit, quand justement il n'y a pas de lumière visible, de pouvoir repérer des formes par la chaleur qui est émise par ces corps. Donc ça, c'est de l'imagerie de chaleur, c'est l'imagerie thermique. C'est ce qui permet aussi, par exemple, d'analyser la végétation. Un végétal, on va faire de l'imagerie spectrale, on va faire de l'imagerie en dehors du visible pour regarder finalement cette signature thermique d'un végétal et voir si ce végétal il a subi finalement de la sécheresse ou au contraire trop de pluie, etc., s'il a des maladies. Donc cette imagerie thermique, cette imagerie la chaleur, elle existe. C'est pas comme ça qu'on caractérise l'imagerie IRM, qui est l'imagerie finalement de la réaction des noyaux d'hydrogène à un champ magnétique. Mais on mesure aussi de l'énergie. Donc, on pourrait appeler ça de la chaleur. Mais la cartographie thermique, elle existe par l'imagerie thermique, qui est une imagerie en dehors du visible, du spectre électromagnétique. Mon cher collègue. Merci pour cet éclairage technique. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais bon, on pourra en reparler après. Parce que oui, tu nous as parlé de modèles mathématiques. Tu Oui. peux nous en dire un peu plus sur quelle est l'approche mathématique que vous mettez? Alors, on travaille sur des équations de la chaleur, justement. Ah ben voilà. Donc, vous le saviez. Donc, c'est tous les modèles différentiels voilà. C'est un petit peu compliqué de détailler ça, mais c'est essentiellement les équations de la chaleur, c'est les modèles d'équations différentielles qu'on utilise beaucoup. C'est peut-être hyper technique. Je vous propose de garder vos questions pour la fin et on va enchaîner sur le... Je voudrais juste conclure sur un petit aparté sur l'IA. Donc, l'IA, on voit bien que c'est un outil très, très performant. Mais moi, je vous appelle à demander à vos filles, à vos sœurs de venir faire des études dans le domaine de l'IA. Parce que l'intelligence artificielle, donc, comme on le voit, ce sont des algorithmes qui apprennent.
Or, il y a un biais dans l'apprentissage. Le biais, c'est les données qu'on fournit en apprentissage. Et aujourd'hui, un petit exemple tout bête dans le domaine de la santé. Quand on montre à une intelligence artificielle une femme en blouse blanche, l'intelligence artificielle répond que c'est une infirmière. Et quand on montre un homme en blouse blanche, l'intelligence artificielle répond que c'est un homme. Donc, il faut des femmes dans le système pour apprendre au système d'intelligence artificielle à nous donner une société plus inclusive et plus féministe. Voilà. Le message est passé. Merci. On enchaîne avec le docteur Olivier Renaud. Alors, vous êtes chef de service du laboratoire d'anatomie, cytologie, pathologique. Alors, c'est l'endroit au CHU où sont analysés les prélèvements de tissus potentiellement malades. Alors, c'est vrai que pendant 300 ans, on a utilisé le microscope pour analyser ces tissus, pour réaliser des diagnostics, observer les tissus et les cellules. Et désormais, vous avez d'autres outils à disposition pour repérer les maladies. C'est ce que vous allez nous montrer aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je remercie le Festival Voix Publique de m'inviter pour vous parler de l'intelligence artificielle en anatomie et cytologie pathologique. Alors, tout de suite, quelle légitimité j'ai pour me présenter devant vous? Elle me semble pas élevée du tout parce que nous ne travaillons pas avec l'outil numérique aujourd'hui à Poitiers et donc on n'utilise pas encore l'intelligence artificielle. Néanmoins, j'ai quand même accepté de venir parce qu'il y a déjà des centres comme le Kremlin-Bicêtre avec le professeur Guettier qui est une pionnière en France de la numérisation, le CHU de Rennes avec le docteur Camrer, Jacquet, qui ont fait ce virage du passage au numérique et qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Et d'ores et déjà, je les remercie déjà toutes les deux parce qu'elles m'ont fourni de nombreuses diapos que vous allez pouvoir voir. Donc merci à elles. Et nous allons essayer de découvrir ce qu'est d'abord l'anatomie pathologique, parce que c'est quand même un domaine assez particulier et qui n'est pas connu. Et donc je pense qu'il n'est pas inutile de vous le présenter. Vous présentez ensuite le projet InnovaPath, qui est un projet, le premier projet en France qui regroupe trois CHU d'une même région, à savoir Bordeaux, Limoges et Poitiers. C'est le premier projet collaboratif qui va utiliser le numérique et ensuite l'intelligence artificielle. Et enfin, que peut nous apporter l'intelligence artificielle? Parce que oui, nous allons l'utiliser en anatomie pathologique. Donc l'anatomie pathologique, c'est l'étude des cellules et des tissus au microscope. J'ai coutume de dire que nous sommes en quelque sorte des radiologues au microscope. Notre vocation est de faire des diagnostics en cancérologie, en pathologie inflammatoire et dans la transplantation. Donc il y a une 15 à 20 sous-spécialités, la neurologie, la scénologie, tous ces petits dessins, toutes ces petites icônes que vous voyez, qui font que la discipline est de plus en plus complexe, diversifiée et nécessite de plus en plus de spécialisation avec les progrès de la médecine. Je vous emmène faire une petite visite dans le service d'anatomie pathologique de Poitiers avec des photos très récentes. Comment se passe un prélèvement qui arrive dans le service. Donc on le voit ici, il est enregistré au secrétariat. Alors déjà là, on utilise l'informatique et le prélèvement va être enregistré, va être tracé dès son arrivée jusqu'au finalement au compte-rendu envoyé au médecin. Tout va être tracé, à quelle heure, qui a fait quoi, que s'est-il passé, dans quelle machine il a été mis, etc. Le prélèvement enregistré passe en macroscopie, c'est-à-dire l'étude à l'œil nu de la pièce. Et c'est toujours une étape qui est absolument fondamentale parce que c'est elle qui va permettre de déterminer l'endroit où on doit prélever les zones d'intérêt de la pièce et découper des fragments de pièces pour pouvoir les mettre dans ces petites cassettes que vous voyez ici qui vont ensuite déterminer le passage sur la lame pour pouvoir être lu au microscope. Il est évident qu'on ne peut pas regarder une tranche complète de tissu quand ces tissus sont volumineux. Ces cassettes sont mises dans... Donc la pièce a été formolée pour arrêter la décomposition du tissu. Ensuite, la nuit, c'est déshydraté dans ces VIP
qui permettent, dans des différents bains d'alcool, de toluène, etc., de déshydrater complètement le prélèvement, qui fait qu'il est à la fin pratiquement conservable éternellement. Il n'évolue plus, il ne se décompose plus. Le lendemain matin, on l'inclut dans de la paraffine qu'on a fait chauffer, de la paraffine chaude, soit manuellement, soit dans cette énorme machine qui aujourd'hui fait 80% de nos prélèvements et qui va nous donner un bloc. Donc là, vous voyez des blocs qui sont rangés et ici un bloc qui est relevé, donc avec un fragment de tissu à l'intérieur. Donc ça, on peut garder ça. Légalement, on doit les garder au moins 30 ans. C'est vous dire qu'on peut continuer de les réutiliser et continuer de faire de la recherche dessus. Ce soutien de paraffine va permettre à la technicienne de faire une coupe de 3 à 4 microns, donc 3 à 4 millièmes de millimètre. Donc c'est très très fin, mais c'est quand même une certaine épaisseur. Je vous en reparlerai après. Et une fois que la coupe est posée sur la lame, on va la déparaffiner dans différents bains. Et ensuite, ça va passer dans une machine à colorer. La coloration standard, c'est de l'émalin, l'éosine, safran, HES, c'est notre coloration standard. Puis la lame va être montée. Et enfin, on arrive au plateau de lame. Voilà un seul cas avec plusieurs lames. Donc on voit toute la quantité d'informations qu'il peut y avoir sur une lame. Et donc les techniciennes vont ranger les lames selon les plateaux. Alors si c'est une biopsie, il n'y a qu'une petite lame, mais si c'est un dossier plus complexe, ça peut aller jusqu'à une centaine de lames sans problème. Et puis ces plateaux sont distribués aux médecins. Sur les 2 dernières photos, j'ai le plaisir de vous présenter les 3 scanners dont le CHU de Poitiers a fait l'acquisition. 2 scanners en lumière blanche et un scanner qui pourra faire de l'immunofluorescence pour les biopsies cutanées et la néphrologie, car Poitiers est un grand centre de néphro, et également ce qu'on appelle du Z-stack. Donc ça, c'est une technique de coupe de scanner, où le scanner va prendre plusieurs coupes étagées de la même lame, et ce qui va justement permettre de rentrer dans cette épaisseur de la lame, dans ces 3 microns, et donc de pouvoir donner au pathologiste, s'il en a besoin, la possibilité de regarder comme s'il était au microscope avec la vis micrométrique. Il aura l'épaisseur du prélèvement, ce qui est parfois nécessaire pour l'analyse du noyau. Alors pourquoi a-t-on pris autant de retard manifeste ? Mais ce n'est pas vrai. Le dossier du patient est numérique, la biologie il y a longtemps, la radio, vous avez entendu, qui sont extrêmement avancées. Et puis nous, on arrive seulement maintenant. Une des explications, c'est qu'une lame d'anapathe, le poids en octets, c'est 1 à 4 gigas. Et vous imaginez que si vous faites du Z-stack, donc si vous faites une dizaine de coupes, vous pouvez arriver facilement à 40 gigas. Et donc, on est très loin d'une IRM 0,1, scanner 0,5, s'il n'y a pas de contradicteur. Donc, l'anapathe, c'est beaucoup plus compliqué pour numériser que la radio, qu'une radio. Et donc, ça nous bloque pour travailler en routine. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer demain ? On va garder exactement toutes les mêmes étapes que vous avez vues sur la diapositive montrant la vie au CHU. Et à la fin, on rajoute une étape supplémentaire, celle du scanner de lames. Poitiers, on va scanner 600 à 700 lames jour. Donc vous voyez la quantité d'informations que ça peut représenter. Et on aura ensuite une lecture sur écran, donc plus besoin de faire des plateaux, de casser des lames, d'égarer des lames, à chercher pendant des heures. Ça, c'est un petit gain de temps pratique, mais ô combien précieux. Mais évidemment, ça ne se résume pas au seul fait de gagner du temps dans les lames et que les techniciennes n'aient pas à faire les plateaux. Vous allez voir que ça va bien plus loin. Alors le projet Innovapat, je vous en ai parlé au départ, c'est le projet de relier nos 3 CHU pour nous permettre de dépasser les difficultés démographiques médicales. Vous en avez entendu parler, donc on n'est pas nombreux. De moins en moins nombreux, et la médecine, elle, est de plus en plus compliquée, avec de plus en plus d'examens complémentaires, de plus en plus de demandes sur une même lame, donc de plus en plus de travail à faire sur un dossier, et avec moins de ressources humaines. Donc,
et le besoin de se spécialiser, je vous avais dit 15 à 20 sous-spécialités, il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une connaissance encyclopédique de la discipline, on est obligé de se spécialiser dans telle ou telle matière. Moi, je fais la gynéco, la scéno en priorité. Et donc, le fait de se relier comme ça va nous permettre de facilement trouver le collègue qui est plus compétent dans telle ou telle discipline et de lui montrer les lames. Il y a également un autre intérêt, c'est que de plus en plus, il y a une médecine de réseau et une nécessité légale de montrer certains types de diagnostics, d'être en relecture automatisée. Moi, j'appartiens au groupe des tumeurs rares de l'ovaire, mais il y a Céline Debiet que j'ai aperçue au fond de la salle qui est du réseau lymphopathe. Les mésothéliomes sont revus, ces mésopathes, les tumeurs des tissus mous. Il y a énormément de pathologies qui nécessitent une relecture. Donc, le passage au numérique permet cette circulation de l'âme très facilement, et même au-delà de la France, on peut facilement envisager d'aller plus loin que nos CHU, et même aller, il y a un projet, alors je ne sais pas où ça en est, mais que ce soit Innova Papette, et parce que ils pouvaient être intéressés, donc on était tous intéressés pour y aller également. Alors, au-delà des 3 CHU, le projet prévoit d'implémenter les centres hospitaliers généraux et donc de pouvoir offrir à chaque patient de la Nouvelle-Aquitaine la même qualité de diagnostic, les mêmes chances, et également les examens. Il y a de la télé extemporanée, par exemple, qui se fait au Kremlin-Bicêtre. Par exemple, on peut très bien envisager dans des hôpitaux généraux, je pense à Châtellerault, par exemple, qui n'a pas de service d'anatomie pathologique, de faire des examens extemporanés. C'est un examen qui se fait pendant l'intervention chirurgicale, où l'anapathe dit au chirurgien, ben voilà, c'est cancer, c'est pas cancer, t'es en zone saine, t'es pas en zone saine. Et donc, ça va guider son geste chirurgical. S'il n'a pas d'anapathe sous la main, ben, il est obligé de faire comme ça. S'il a un petit scanner et un technicien à qui on a appris comment faire, le technicien fait la coupe, scanne la lame, nous l'envoie, on lui dit c'est bon, tu es en zone saine. Et donc, on peut se mettre à faire des extampos par télépathie, pardon, télé extemporanée. Voilà, oui, j'anticipe. C'est l'étape suivante. Oui. J'ai été un peu trop vite. Voilà, et avec le centre Bergonié, oui. Voilà, donc l'intérêt du numérique va bien au-delà du seul fait de regarder des images non plus sur un microscope, mais sur un écran. Il y a un intérêt sanitaire, un intérêt pour l'enseignement, pour la recherche. Donc le sanitaire, c'est avoir cette compétence, je vous dis sur chaque site, les télé-extemporanés, l'entraide, les RCP. Mais pour nos internes et pour les étudiants, de faire de l'enseignement partagé, d'avoir des banques de données. Dès qu'on voit une pathologie intéressante, une lame de démonstration, de pouvoir la garder éternellement alors qu'une lame se décolore au fil du temps. Et puis, j'y arrive enfin, dans la recherche, donc de permettre des études multicentriques, d'avoir des banques de données démultipliées et à l'intérieur de nos CHU. Et ça, c'est vraiment un véritable trésor que nous avons. Et l'utilisation désormais de la pathologie numérique, du patrimoine numérique et de l'intelligence artificielle. Que se passe-t-il de la lame de verre à la lame numérique? Ça a été dit par des gens plus compétents que moi, donc je ne vais pas m'étendre trop, et vous me corrigerez. Donc on parle de la datification de la lame, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une lame qu'on va regarder à l'œil et au microscope, elle va être transformée en pixels et ça va être intégré à d'autres data. Je vois Radiomic, c'est Radiomic, oui, je pense que c'est les mots croisés du canard enchaîné là, qui sortent aujourd'hui, qui ont dû interférer. Et la génomique, transcriptomique et tous les outils en HIC qui arrivent. Donc, que va nous apporter la numérisation? Vous voyez une vision de la lame où on va avoir une vision possible comparant à la fois l'intégralité de la lame, ici un pancréas avec le canal, et à côté, pardon, je vous montre là-dessus, mais vous ne voyez pas. Et voilà, ici l'intérieur du canal, donc la possibilité d'examiner la lame dans sa grandeur et également dans ses détails. Tout ça sans bouger, sans changer de lame, sans modifier notre objectif. De pouvoir comparer également la pièce anatomique
ou une radiologie, et de pouvoir voir la lame à côté et de faire des examens comparatifs. Donc ça, avec la radio, il y a vraiment des études prévues pour pouvoir travailler de concert. Qu'est-ce qu'on voit en radio, qu'est-ce qu'on voit sur la lame, et de pouvoir faire des essais comparatifs et d'avancer. De regarder sur une même lame, alors en fait, ce n'est pas tout à fait la même lame, mais là, vous avez, par exemple, une biopsie duodénale. Et donc là, ça, c'est la coloration standard d'HES. Et vous avez la même lame, mais un petit peu plus loin, quelques mus plus loin, évidemment, et qui a été marquée par un immunomarqueur. Donc, ce sont des anticorps sur lesquels on met un chromogène marron, on fait une petite contre-coloration bleue. Cet anticorps va cibler une protéine, un antigène, qui va permettre de reconnaître tel type de cellule ou tel type d'anticorps, d'antigène qu'on recherche. Ça peut être une bactérie, ça peut être plein de choses. Là, en l'occurrence, c'est la population lymphocytaire qui est ciblée pour savoir s'il y a une maladie cœliaque ou pas qui va se développer. Et donc, vous avez ici un marquage. Alors, je ne vois plus, c'est CD3, je crois. Ici, c'est le CD4, le CD8, qui sont des populations lymphocytaires qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Et sur cette même image, en regardant cette image-là, on va pouvoir comparer, synchroniser ces images. Si on grossit, ça va grossir en même temps. Synchroniser ces images et voir quelle est la population d'un seul regard, s'il y a plus de 3 que de 8, etc. Et en même temps sur la même lame. Donc une grande facilité d'étude. On va pouvoir calculer facilement des distances, savoir s'il y a une marge saine, combien mesure la tumeur, en calculer sa surface, pouvoir compter tel ou type de cellules à l'intérieur. Pouvoir compter, sur cet exemple de tumeur neuroendocrine, par exemple, des mitoses. Et là, on rentre déjà dans l'intelligence artificielle. Il y a un algorithme qui est capable de reconnaître des mitoses. Vous voyez ici, la mitose, c'est une cellule qui se divise. Dans le cancer, eh ben, ces cellules n'arrêtent pas de se multiplier, de se diviser. Et donc, en comptant les mitoses, d'une part, ça fait partie du diagnostic, le compte mitotique, mais également le pronostic sur le nombre de mitoses qui sont trouvées. Et donc, l'intelligence artificielle va reconnaître ces figures mitotiques et va permettre de calculer, ici, dans cette aire d'1 mm², qui est une norme assez habituelle en anapathe, le nombre de mitoses qu'il y a. Alors, bien sûr, on peut le faire à l'œil nu, au microscope. On passe juste un temps fou, et quand il y en a plusieurs à faire dans la journée, je peux vous assurer que c'est absolument épuisant. Et là, c'est la machine qui va le faire. Donc là, je remercie encore le professeur Guettier pour cette diapo. Voilà des études où maintenant c'est l'intelligence artificielle qui va entrer en action, qui va permettre dans des études qui sont en cours. Hein, donc voilà, c'est présent et nous, on s'y met demain. Oui, j'ai oublié de vous dire quand même. Donc nous avons les scanners. Donc pourquoi n'avons-nous pas commencé ? Parce que les données vont être récupérées à Limoges, au centre de Limoges, qui a besoin d'une habilitation de données de santé. Le stockage prévu, c'est 500 Tera. Donc, pour pouvoir communiquer avec les 3 CHU. Donc, le CHU de Poitiers est en avance. Le CHU de Limoges, nous allons commencer donc au mois de juin à passer au tout numérique. Le CHU de Limoges à la fin de l'année et Bordeaux, normalement, l'année prochaine. Poitiers est en avance. Donc l'adaptation au projet d'intelligence artificielle, vous voyez ici par exemple la quantification de fibres nerveuses à l'intérieur de derme après de multiples traitements. Et là c'est pareil, c'est la machine qui va pouvoir faire ses calculs. Du screening, c'est-à-dire reconnaissance de forme. Je vous ai parlé de reconnaissance de mitose, mais maintenant il y a des algorithmes qui commencent à reconnaître des cancers, même de très petite taille. Et donc il est possible de screener des cancers de prostate, de cancers du sein, ça se fait. Les adénomes coliques, donc vous voyez, ça sont des pathologies vraiment fréquentes, quotidiennes. Et donc ces algorithmes vont permettre de trouver sur des lames HES, de pouvoir nous mettre de côté celles qui se présentent des cancers, même de petite taille. C'est une aide aux médecins, ça a été dit, mais je le redis, il ne s'agit pas de remplacer le médecin, c'est vraiment une aide, et ce n'est pas le médecin contre la machine, c'est vraiment le médecin avec l'aide de la machine. Et pour terminer, je vais vous présenter alors, une étude qui a été faite par le docteur Delphine Loussoirne à Nantes avec son interne, et qui m'a gentiment
proposer ces diapositives. Alors là, on rentre dans l'intelligence artificielle prédictive, c'est-à-dire que son étude va porter sur l'étude avec le CHU de Rennes d'analyse d'un millier de tumeurs ovariennes pour voir s'il était possible de déterminer si la patiente, en simplement regardant la lame HES, a une mutation génétique, BRCA, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une mutation fréquente qui favorise les cancers du sein et de l'ovaire en particulier chez la femme. Et donc, en étudiant ces lames, ces algorithmes, est-ce qu'on peut déterminer si la patiente est porteuse d'une mutation BRCA sans même faire cet examen de biologie moléculaire derrière? Donc là, j'ose à peine parler à côté d'une spécialiste comme ça. Mais donc, hop là, j'ai changé. Voilà, donc la lame, le dessin, on va pixeliser notre lame et chaque petite zone va être transformée en chiffres, chaque zone de couleur va être transformée en chiffres. Donc, comme nous, on ne travaille pas seulement dans le gris et les teintes de gris, il y a une multitude de couleurs, donc un poids absolument énorme. Et en plus, je vous rappelle, on travaille sur une certaine épaisseur. Donc, on va se retrouver avec un nombre de données absolument énorme. Et j'ai mes gros doigts qui me gênent. On va tuiler la lame et garder uniquement les zones d'intérêt où il y a du cancer pour faire une cartographie de toutes les zones intéressantes et se débarrasser des zones qui ne nous intéressent pas. Voilà les entrailles de l'ordinateur et de l'intelligence qui va traduire en chiffres, et vous comprenez facilement que c'est difficilement accessible même à un humain très particulièrement cortiqué. Donc il va traduire tout ça en chiffres afin d'obtenir grâce... Alors vous avez parlé de formules mathématiques, en voilà un exemple. Moi je suis incapable de vous dire ce que ça signifie. Mais après de multiples formules mathématiques, le résultat est arrivé qu'avec une forte probabilité, et tout ça va aller en s'améliorant justement en allant toujours plus loin, à déterminer quelles sont les patientes à risque de mutation et aussi quelles sont les patientes non à risque de mutation et donc pour lesquelles ce n'est pas la peine de dépenser de l'examen. Et on voit qu'on rentre aussi dans des problèmes de coûts financiers parce que oui, ces machines ont un coût, faire ces études ont un coût, mais c'est aussi des économies, à la fois des économies d'examen, mais aussi des économies de santé. C'est du gain de temps pour la patiente, donc ça c'est un coût qui n'est même pas estimable. Et c'est aussi des coûts de traitement, de permettre de donner un traitement à la carte et de savoir s'il faut donner ce traitement ou pas, donc des économies. Pour les produits en oncologie, c'est particulièrement onéreux. Donc si je peux résumer ce que va nous apporter l'intelligence artificielle en anapathe, c'est donc une aide au diagnostic facile, le comptage, le screening des lames, mais également des algorithmes prédictifs de marqueurs moléculaires, de marqueurs de survie, mais ça vous a été dit, de risque de rechute. Donc de savoir quelles sont les patientes pour lesquelles il va falloir avoir un traitement plus agressif ou pour lesquelles on va pouvoir être moins agressif dans le traitement, des marqueurs de réponse au traitement. Les défis, c'est pareil, ils sont aussi devant nous. Il y a toujours une amélioration des images scanners, le formatage des images et les problèmes de gestion de stockage, puisque je vous ai dit que c'était des quantités absolument énormes. Donc il est hors de question de garder ces images stockées, c'est impossible. On remplirait très vite nos 500 Tera, c'est à peu près 3 mois de... Donc il est prévu en 3 mois, ce serait plein. Donc on supprime les lames, on supprime les images stockées, on garde que celles qui nous intéressent avec du stockage froid. Et ensuite, s'il y a besoin de revenir, on rescanne la lame. Les lames, on les garde normalement au moins 10 ans. Et les blocs, 30 ans, je vous l'ai dit, donc il y a toujours possibilité de revenir dessus. Et je vous remercie de votre attention. Et je vous montre cette image que je dois toujours au docteur Debiais au fond de la salle. Cette image, elle n'a absolument rien d'artificiel. Elle n'est absolument pas truquée. C'est un rein.
Et c'est un vaisseau au milieu d'un Rhin. Et on pourrait dire, envolons-nous vers le futur. Merci. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Merci, Monsieur Renaud. Je vous propose d'enchaîner directement sur la troisième présentation, parce que c'est aussi une application de l'intelligence artificielle. Vous gardez vos questions, vous les écrivez pour ne pas les oublier si vous souhaitez, et on en parlera tout à l'heure. Professeur Mathieu Wasson, alors vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU, je le rappelle, et vous allez nous dire comment l'intelligence artificielle est utilisée en réanimation au CHU, justement, et nous parler d'un dispositif intégrant de l'intelligence artificielle pour prédire notamment l'hypotension. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à tous d'être très nombreux ce soir. Merci au Festival Voix Publique et à l'Espace Mendès France pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'intelligence artificielle en anesthésie et réanimation. Alors, avant de faire cette présentation, j'avais quand même une assez bonne idée de ce dont je voulais vous parler. Mais je me suis quand même dit, peut-être que je loupe quelque chose. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire en 20 minutes un plan de ma présentation. Bon, je n'ai pas été convaincu par la proposition, je ne l'ai donc pas retenu. Alors, d'abord, de quoi on parle ? L'anesthésie, en France, c'est 1,5 million d'actes par an. 11,5 millions d'actes par an. C'est donc un acte extrêmement fréquent, très important, qui a augmenté de manière assez importante depuis ces 20 dernières années. La réanimation, les séjours en soins critiques, de manière plus générale, c'est 350 000 patients au séjour par an. Et c'est une discipline qui a profondément évolué ces 50 dernières années, avec une amélioration considérable de la qualité des soins et de la sécurité des soins, avec une réduction par 2 à 3 de la mortalité, tant mortalité anesthésique que mortalité en réanimation, avec des taux de mortalité en réanimation dans les années 50-60 qui étaient de l'ordre de 60 à 80%. Aujourd'hui, on est à 20-30%. C'est encore élevé, évidemment, mais c'est à prendre en compte. Et puis, en anesthésie, on est à moins d'un décès pour 10 000 à 100 000 actes. Donc, évidemment, on est sur des survenus très, très rares, heureusement. Pour autant, l'acte en tant que tel, si on parle de l'anesthésie, il n'a pas beaucoup évolué. C'est le principe, c'est d'endormir un patient pour permettre à un chirurgien, à un médecin, de réaliser un acte qui n'est pas supportable par le patient. Donc on a commencé par l'éther, sans beaucoup de monitorage. Dans les années 80, on s'est mis à surveiller au moins la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve, que ce soit en réanimation comme au bloc opératoire, avec une multitude de monitorages de l'anesthésie, avec plus de 50 données par seconde qui peuvent être collectées d'un point de vue informatique sur l'état de notre patient, sur tous les plans. Et donc c'est comment nous, en faisant le même acte dans le temps, on est capable de traiter l'ensemble de ces données qu'on collecte pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients. On a beau être très fort, malheureusement, l'homme n'a pas la capacité de calcul d'un ordinateur, et donc on arrive à nos limites pour l'intégration de l'ensemble des données. Donc, soit on diminue notre monitorage, on arrête de monitorer autant nos patients, soit on se fait aider pour utiliser les données collectées par l'ensemble de nos moniteurs. Et on a plutôt choisi, dans le développement des technologies, la seconde solution. Alors, l'intelligence artificielle, on la doit à Alan Turing, qui est un mathématicien et informaticien britannique, qui a, pendant la Seconde Guerre mondiale, permis de décrypter Enigma, et donc de donner un avantage stratégique aux Alliés pour la victoire. Et puis, il a après développé, notamment, conceptualisé l'intelligence artificielle. D'emblée, il a exprimé que, finalement, un ordinateur pouvait être qualifié d'intelligent dès lors qu'il était capable d'être reconnu comme un être humain par un être humain. Et donc, il a notamment développé les bases du jeu d'échecs, en particulier. Et puis, il est décédé assez rapidement après dans les années 50. Et donc, il a malheureusement arrêté
ces développements de travaux, mais ça a été évidemment repris par la suite. Et donc, l'intelligence artificielle, elle est intervenue dans notre domaine médical de manière assez progressive. Elle a été notamment beaucoup limitée au départ par la capacité de calcul des ordinateurs. Et donc, ça a été l'élément principal de limitation du développement. Et donc aujourd'hui, on est en mesure, de manière miniaturisée, dans nos poches, on a tous des processeurs d'une puissance infinie qui permettent d'envisager de façon miniaturisée et accessible au commun des mortels des éléments d'intelligence artificielle. Sur le plan ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, il y a une des notions importantes pour l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Et donc, c'est la capacité d'accéder à des données qui vont permettre à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, au réseau neuronal de devenir intelligent. Et notamment, tous les jours, au quotidien, si vous utilisez Internet, vous participez à cela. Puisqu'il y a notamment l'apprentissage supervisé, c'est le fait de faciliter l'intelligence artificielle à reconnaître des données labellisées. Quand vous allez sur Google, que vous avez une série d'images CAPTCHA pour soi-disant vérifier que vous n'êtes pas un robot, on vous demande d'identifier tant des feux, des voitures, des vélos. En fait, vous aidez l'ordinateur, l'intelligence artificielle à apprendre en labellisant vous-même. Donc on utilise les millions d'utilisateurs Internet. Google utilise ces millions d'utilisateurs de ces sites pour pouvoir approfondir et améliorer son intelligence artificielle. Et donc progressivement, dans notre domaine, on a commencé à avoir des outils performants qui se sont construits sur la base de données collectées, de données de santé collectées par des hôpitaux. Premier exemple, j'ai préféré vous donner 2 exemples d'applications d'intelligence artificielle en anesthésie-réanimation. Un 3e exemple qui est très développé, c'est l'imagerie. J'en ai pas parlé parce que je savais que ça serait beaucoup abordé avant. Donc, si on prend sur la réanimation, on est là encore, et c'est un des atouts majeurs de l'IA, on est dans le domaine de la médecine prédictive. C'est-à-dire la capacité de se servir de toutes les données qu'on collecte, donc au lit du patient, les données ce qu'on appelle des données de pancarte, mais aussi des données biologiques, des données d'antécédents qui sont collectées par centaines dans les dossiers informatisés, qui sont alimentés minute par minute si le patient est en réanimation ou de manière pluriquotidienne si le patient est dans un service ordinaire. Finalement, qu'est-ce qu'on en fait, nous, au quotidien, pour détecter des éléments? Donc, je vais donner ce premier exemple de l'impact de l'intelligence artificielle dans la sécurité du patient et dans l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc, c'est une étude qui s'est portée sur 4 hôpitaux universitaires de Chicago. Ils avaient au préalable, ces auteurs, défini un score prédictif d'arrêt cardiaque, enfin de décès intra-hospitalier, qui composait de 27 variables de pancartes, donc des paramètres physiologiques du patient, des paramètres biologiques, etc. Et puis, une fois qu'ils avaient développé ce score, ils l'ont testé. Ils l'ont testé avec une intelligence artificielle, donc dans ces 4 hôpitaux universitaires à Chicago, sur 60 000 patients, en 2 phases. 2 périodes de 10 mois, une période où, dans les 2 périodes, l'intelligence artificielle calculait automatiquement ce score, mais dans la première période, les médecins n'étaient pas au courant du résultat du score. Donc, ils n'étaient pas alertés du résultat du score. Et puis, au cours de la 2e période, cette fois-ci, il y avait une alerte sur le dossier médical du patient pour dire que le patient arrivait dans une zone à haut risque de complications. Et donc, calcul horaire de ce score, cette phase que je vous expliquais, phase 1, phase 2. Le résultat, donc c'était des patients qui étaient hospitalisés en soins ordinaires, c'est une réduction de 40% de la mortalité intra-hospitalière entre les 2 périodes sur ces hôpitaux. Les patients n'étaient pas sélectionnés. On prend toute la population, on a une réduction de 40%. Les patients qui avaient une élévation du score avaient, grâce à l'outil, 40% de réduction de mortalité par l'aide de l'IA. Alors quand on regarde les paramètres entre les 2 périodes, ce que l'on constate, c'est que grâce à la détection de cet outil, on avait une plus forte proportion de patients hospitalisés en réanimation. On passait de 12% à 21% des patients qui allaient en réanimation. On avait un délai surtout
d'admission à réanimation très raccourci. On passait de 14 heures, 15 heures presque à 3 heures. Et puis, finalement, au niveau de gravité, de sévérité, on hospitalisait des patients qui avaient le même niveau de sévérité, puisqu'ils avaient de manière non significative, il n'y avait pas de différence significative sur le recours à la ventilation mécanique. Alors on parle de réanimation à la mode américaine, c'est-à-dire que ça inclut les soins continus, parce qu'en France, ce qu'on appelle réanimation, on a un niveau de ventilation mécanique qui est plutôt de l'ordre de 60% que de ces taux-là. Donc là, c'est plus des soins critiques, des soins intensifs que de la réanimation. Mais c'est, voilà, on n'a pas des patients moins graves, par contre, on recourt plus à la réanimation et surtout... voilà, la réduction très importante de la mortalité chez cette population. Donc, une implication, une intégration de l'IA très pertinente en termes de prédiction de survenue de la mortalité intra-hospitalière. Au bloc opératoire, deuxième application. Donc, alors évidemment, tous nos patients n'ont pas ça. Pour une coloscopie, vous ne serez pas monitoré de cette manière-là. Le degré de monitorage dépend de vos antécédents et puis de la sévérité de l'intervention. Néanmoins, on peut être amené, dans un certain nombre de situations, à monitorer de manière aussi importante nos patients. Alors, un des éléments importants en termes de mortalité, de complications post-opératoires, c'est le maintien d'une tension artérielle correcte pour limiter le risque d'hypotension, enfin d'hypoperfusion, notamment du cerveau et puis des organes comme le rein. L'hypotension artérielle en péropératoire, c'est un événement qui est très fréquent. Ça touche presque tous les patients, 87% des patients. Et puis, dans des grosses séries, c'est environ 11 minutes de durée cumulée par patient, donc ce n'est pas négligeable. On sait que l'hypotension, elle est associée à une augmentation de la morbimortalité. Elle augmente les complications, la mortalité, de 3 par AJ30, de 2,3 pour l'insuffisance rénale aiguë, et puis pour le cœur, l'ischémie myocardique également, elle multiplie presque par 2 le risque d'événements cardiaques. Par ailleurs, on sait que si on arrive à optimiser la tension, à maintenir une tension physiologique pour le patient, et ben on réduit de manière très importante, donc ça c'est une grosse étude française, la morbimortalité AJ30 d'une chirurgie qui était plutôt des chirurgies majeures, puisqu'on réduisait par 34% la mortalité. Donc la tension, c'est un élément sur lequel on peut essayer de jouer. Pour autant, une fois qu'on a l'hypotension, alors déjà il faut détecter l'hypotension, et puis une fois qu'on a l'hypotension, il faut arriver à la corriger. Et pour la corriger, l'hypotension, il y a plusieurs causes possibles de l'hypotension. Ça peut être soit parce que les vaisseaux sont dilatés, on a besoin de les resserrer avec des médicaments, soit c'est parce qu'il n'y a pas assez de contenant à l'intérieur, et on a ce qu'on appelle une hypovolémie, soit c'est parce que le cœur aurait besoin de battre plus fort, donc on a besoin plutôt de stimuler le cœur, et c'est pas facile, juste avec le chiffre de tension, de savoir tout ça. Donc il y a évidemment des développements de monitorage hémodynamique pour nous aider à appréhender la physiologie, le débit cardiaque. Donc on a du très très invasif. Le premier patient que je vous ai montré en photo, potentiellement il avait ça, le cathéter de Swan-Ganz. On va mesurer directement la tension dans le cœur. Donc on met un cathéter directement dans le cœur. C'est extrêmement invasif. Il y a peu d'indications aujourd'hui pour ce type de monitorage. Et puis plus on va par là, moins on est invasif. Le moins invasif étant la tension classique que vous pouvez même prendre chez vous, mais qui ne nous donne pas trop d'informations. Et puis, dernièrement, on a développé des techniques où, juste avec un capteur au bout du doigt, on peut mesurer la tension continue avec une courbe, pas juste des chiffres. Et donc, cette courbe, elle apporte plein d'informations. Et c'est de ça dont je veux vous parler, parce que finalement, nos monitorages, ils nous donnent cette information, mais souvent d'un manière très tardif. Alors, quand j'ai préparé cette présentation, je me suis rappelé d'un film, et puis en fait, on a tous parlé de ça. Et on a un peu parlé de ça, et puis c'est aussi un sujet éthique. Je ne sais pas si vous connaissez le film, si vous vous rappelez le film Minority Report de Spielberg dans les années 2000, ce film où finalement, plongé dans les années 2050, il y a des policiers qui préviennent une unité de pré-crime, donc qui va aller arrêter les criminels avant même qu'ils commettent leur crime. Et donc finalement, ce que nous propose
ce que va nous proposer l'outil dont je vous parle, c'est ça, c'est-à-dire de me dire avant que ça arrive, que ça va arriver. Alors je peux le croire ou pas le croire, mais ça va arriver. Et puis en fait, ça arrive vraiment si on ne fait rien. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir agir avant que le phénomène arrive. Alors comment l'outil qui interagit sur cette hypotension, il fonctionne? Finalement, hein, c'est la reproduction de la courbe de pression artérielle, et puis il y a plusieurs phases, il y a plusieurs points sur cette courbe. Et donc l'algorithme de la machine travaille sur l'ensemble des phases, donc la phase de la systole, la phase de la diastole, la phase à la fin décroissante, la phase ascendante systolique, descendante systolique, etc. Et l'ensemble de ces points de cette courbe, en permanence, l'intelligence artificielle, reliée aux autres paramètres recueillis par ces moniteurs, va les traiter pour prévenir et pour dire là, il va y avoir un événement hypotensif. Et donc, ça s'appelle cet index, développé donc par la société Edwards. C'est l'Hypotension Prediction Index, HPI. Il a été développé il y a quelques années sur une grosse base de données du laboratoire, donc des patients rétrospectifs, des enregistrements rétrospectifs avec près de 30 000 patients, 550 000 minutes d'hypotension, et puis une cohorte externe, c'est-à-dire externe au laboratoire, pour valider le modèle d'IA. Les résultats sont assez percutants, puisque si on prend à 15 minutes, donc 15 minutes avant l'événement, 10 minutes avant l'événement, 5 minutes avant l'événement, vous avez une sensibilité qui est aux alentours de 90%. Plus on s'approche de l'événement, plus la sensibilité est forte. Donc ça veut dire qu'on a, en termes de dépistage, quelque chose de très performant. Et on a une spécificité, parce que c'est bien beau de nous dire qu'il va y avoir une hypotension, mais si en fait on fait quelque chose alors qu'il n'y a pas d'hypotension, ça ne sert à rien. Et une spécificité qui est également très bonne, puisque pour la sensibilité-spécificité, on est à 5 minutes, on est à 92%. Donc c'est un outil très performant. Alors, dans la vraie vie, chez les patients, finalement, ça donne quoi, ce dispositif? Et donc ça, c'est une étude qui a été publiée maintenant il y a 2 ans dans le JAMA. Donc JAMA, c'est un très très gros journal en médecine. Cette étude, elle a été publiée, ils ont fait 60 patients. Hein. Alors publier une étude avec 60 patients dans le JAMA, c'est plutôt que c'est extrêmement pertinent et original comme étude, parce que c'est quand même pas tous les jours. Un hôpital universitaire dans les Pays-Bas. Il comparait avec ce dispositif la moyenne pondérée de temps d'hypotension artérielle. Donc c'est un score qui mesure le temps plus la profondeur sur la durée totale de l'intervention. Il donnait également le temps médian d'hypotension artérielle et le nombre de patients avec une hypotension. Donc sur le score, le critère de jugement principal, qui était cette moyenne pondérée, on avait une réduction par 4 grâce à la technologie HPI. Et puis si on regarde sur des choses qui peut-être sont plus parlants pour vous, même pour moi d'ailleurs, parce que cette moyenne elle est un peu ascongue. En termes de temps médian d'hypotension, on était à 8 minutes dans le groupe IA versus 33 minutes dans le groupe non IA. Pourcentage d'hypotension péropératoire, on a le groupe IA 2,8% et 10% dans le groupe sans IA. Qu'est-ce que fait ce modèle? Il ne dit pas juste vous allez avoir une hypotension. Il propose un algorithme, c'est-à-dire qu'une fois qu'il vous dit qu'il a une hypotension, il va vous dire je pense que c'est plutôt une hypotension parce que le patient a une hypovolémie, donc je vous suggère de le remplir. Ou alors il dit plutôt c'est un problème d'inotropisme, c'est plutôt le cœur qui a besoin d'avoir un soutien, ou alors c'est un problème de vasodilatation, donc plutôt les vaisseaux sur lesquels il faut travailler. Donc la machine donne en plus une aide, en plus d'alerter, va donner une aide à l'intervention thérapeutique. On a eu la chance de pouvoir tester ce dispositif. Donc, il existe sur 2 formes. Sur le forme invasif avec le cathéter artériel, il est déjà commercialisé. Et puis il y a 1 an, on a pu tester en avant-première, avant la commercialisation, le système non invasif au bout du doigt, puisqu'on avait déjà travaillé avec la société Edwards sur un protocole de recherche sur ce dispositif-là, mais qui n'intégrait pas l'IA. Et donc,
vraiment, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Minority Report, parce que c'est vraiment bluffant. Au début, on l'utilise, on ne le croit pas. Enfin, bon, quand l'appareil nous dise, juste après avoir endormi le patient, il va avoir une hypotension, je dis oui, moi je peux le faire aussi. Je n'ai pas besoin d'une intelligence artificielle pour le croire, mais en pleine intervention, alors qu'il ne se passe, pour moi, quasiment rien, enfin pas d'anomalie, l'appareil me dit, dans les 10 minutes, il y a 90% de chance, enfin de risque que le patient fasse une hypotension si vous ne faites rien. Alors la première fois, vous ne faites rien. Vous faites rien. Pour voir quand même. Et puis l'hypotension arrive. Et ça, de manière répétée. Donc c'est quand même, pour moi, en termes d'aide à la prise en charge, quelque chose d'assez bluffante. Et puis en plus, surtout, quand vous intervenez, du coup, vous voyez le risque d'hypotension qui s'éloigne et la machine qui suit derrière. Alors pour autant, ça laisse plein de questions parce qu'on réduit bien l'hypotension, là, les études l'ont montré, mais est-ce qu'on va avoir un impact clinique de cette réduction d'hypotension? C'est la suite de l'aventure. Maintenant, il va falloir faire beaucoup plus de patients que 60 patients pour démontrer l'impact clinique de l'intérêt de cette technologie qui n'est pas gratuite, hein, évidemment. Vous imaginez bien que la société Edwards ne la donne pas gratuitement. Et donc, il va falloir pouvoir démontrer l'intérêt clinique. J'ai été soutenu, notre équipe, par le CHU dans le cadre d'un projet d'innovation. On a acquis la machine et on va pouvoir faire de la recherche clinique pour aider à répondre à cette question dans les prochains temps, même si pour répondre vraiment complètement à certaines complications très rares, comme la mortalité, on ne le fera pas juste au CHU de Poitiers, il faudra une étude avec beaucoup de patients. Je me dépêche. Si on se projette toujours avec Spielberg dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en développement en anesthésie-réanimation, beaucoup de choses sur la médecine prédictive. On a déjà de l'IA, mais de première génération, avec des boucles qui n'apportent pas vraiment un intérêt sur des boucles d'anesthésie en fonction du niveau de profondeur d'anesthésie ou d'analgésie. Probablement que demain, on pourra l'envisager de manière plus développée. Il y a vraiment la question du remplissage, hein, qui est toujours aussi en lien avec l'hémodynamique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, remplir ou pas, ou suffisamment ou pas trop le patient, c'est toujours très compliqué pour les cliniciens. Et l'aide de l'IA va probablement nous aider, nous faciliter la tâche. La médecine personnalisée, ça c'est un des points fondamentaux de l'IA, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait globalement ce qui est bien pour nos patients, mais on ne le sait pas pour notre patient en face de nous. Et donc ça, demain, l'IA pourra nous aider, à mon avis, voilà, en partie, mais on n'aura pas tous accès aux jumeaux numériques. Donc déjà, la première étape, avant, pouvoir déjà faciliter la classification de nos patients. Ça existe déjà, je ne vous ai pas parlé d'imagerie, mais aujourd'hui, on a de l'IA intégrée à nos appareils d'échographie pour faciliter la réalisation des gestes. Donc là, vous avez une côte, une artère et puis les vaisseaux, les nerfs. C'est ici que vous êtes censé injecter votre anesthésique locale pour endormir le bras de votre patient. Et là, vous voyez ça normalement. Donc, quand vous avez l'habitude, vous savez vous repérer. Quand vous êtes un jeune interne, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a une modification anatomique, c'est parfois un peu difficile. L'IA va nous aider facilement à repérer là où il faut aller. Pour terminer, la grosse problématique, hein, c'est l'apprentissage de ces machines. Et donc, c'est le big data. C'est comment est-ce qu'on rend accessible et qu'on utilise les données de santé collectées pour faciliter l'apprentissage, tout en conservant un contexte éthique et juridique conforme. C'est probablement le challenge des prochaines années à relever pour notamment les hôpitaux qui sont de très gros collecteurs de données de santé par tout ce qu'ils recueillent. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Boisson. C'est passionnant tout ça. C'est passionnant tout ça. Alors, il est 20h03. On avait dit qu'on allait... Est-ce qu'on a le temps pour une petite question ou pas? 5 minutes, on décale de 5 minutes, mais pas beaucoup plus, parce qu'après, il y a le professeur Gilles qui nous attend. J'ai une question au fond là-bas. Ouais, on en prend 2, et puis... Ah, d'accord, il y en avait une devant aussi. Donc voilà, ces deux-là, je vous ai vu là-bas. Je voudrais poser une question à... Non.
Ça marche. Bon. Je voudrais vous poser une question d'un impact. Je voulais avoir confirmation de ce que je crois avoir compris. Je vous tends le micro. Oui, une question d'un impact. C'est pas mieux. Ah bon, bah oui, ah bah bon, voilà. Et on entend maintenant. Bon, je me pose une question que j'ai pas très bien compris dans votre exposé tout à l'heure. Je voudrais savoir. De le tenir votre micro. Oh, bah, oui, oh, bah non, comme ça. Ça protégera, mais bon, parfait. Je recommence. Je pense par exemple aux interventions sur les extractions de thyroïde, où on suppose, puisqu'il y a une partie anatomique douteuse, où on a fait savoir exactement maintenant comment on fait, parce qu'autrefois, on faisait venir la napate qui venait regarder macroscopiquement si tout était correct, pour savoir si on enlevait simplement le nodule, ou bien si on allait enlever toute la thyroïde, parce que c'était cancéreux. C'était savoir où on en était actuellement dans ce type d'intervention, et si les capteurs que l'on avait en anapathe maintenant permettaient d'avoir une analyse directe, je dirais in vivo, de l'anomalie éventuelle de la thyroïde. Alors qu'avant, c'était seulement dû au regard compétent de l'anatomopathologiste. Alors, de plus en plus, je pense au sein, puisque donc, je fais surtout de la gynéco, mais je vais répondre à votre question sur la thyroïde. Moi, je me souviens de mes débuts où on faisait le diagnostic de cancer lors de l'intervention. Et on lui disait, c'est fini. On fait le diagnostic avant par biopsie, par cytologie pour la thyroïde, par biopsie pour le sein. Et donc, avant l'intervention et le choix de l'intervention, on sait déjà, avec un fort taux, une forte probabilité, si on a affaire à un cancer ou pas. Ça n'empêche qu'il peut être intéressant. Alors, il y a de moins en moins d'examens extemporanés, et ça nous arrange bien, nous, à Napate, mais parce qu'on sait très bien où on va, et ce que le chirurgien sait très bien ce qu'il veut faire. Il en reste quelques-unes quand même, savoir des fois est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Mais normalement, tout a déjà été prévu avant. Et c'est vers ça qu'on va aller aussi avec l'IA, oui. Une question au fond, là-bas, maintenant. Oui. Ça doit fonctionner. Étant donné la conjoncture actuelle, c'est quoi les coûts de maintenance pour un jumeau numérique ? En anapathe, le projet de numérisation du CHU, c'est 1 million d'euros par CHU. Et l'entretien annuel, c'est à peu près 250 000 euros. D'accord. Et l'empreinte énergétique ? Et l'empreinte énergétique, je la connais pas, mais je sais qu'on travaille énormément dessus, justement, pour les stockages chauds, tièdes, froids, pour savoir ce qu'on garde comme lame ou pas. D'accord, parce que plus vous allez vouloir améliorer le deep learning sur vos machines, plus vous avez besoin de données. Bien sûr. Donc les coûts de maintenance vont augmenter au fur et à mesure que vous allez affiner les technologies et le hardware utilisé pour ce type de technologie. Mais en même temps, 80% des lames, elles vont rester. On se disait même, l'évaluation qu'on a faite là dans le projet InnovaPath, on s'est dit, mais 20% des lames, on les regarde, on les supprime. On les stocke absolument pas. Un frottis, une biopsie digestive, on va la regarder, poum, et puis on l'enlève tout de suite. La plupart, elles seront automatiquement enlevées à 3 mois. Et il y en a qu'on va taguer et qu'on va garder, soit pour l'enseignement, soit pour un projet de recherche. Et à ce moment-là, pour pouvoir les stocker en stockage froid, pour diminuer l'empreinte énergétique, justement. Qu'est-ce que vous appelez le stockage froid ? Stockage froid, c'est sur des serveurs qui permettent de garder la lame avec moins d'informations, et ça met un petit peu plus de temps à ressortir. Quand on a besoin de la lame, voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps, pas énormément, et donc il y a une empreinte énergétique qui est moindre. D'accord, merci. De toute façon, si je peux me permettre, c'est pas l'IA qui crée la masse de données, hein, c'est les technologies. Et de toute façon, l'imagerie, et puis vous l'avez aussi évoqué, il y a la législation qui fait qu'il y a des données qu'on est obligé de garder. Donc on ne les garde pas pour l'IA, de toute façon, ces données, il faut les garder. Donc après, autant les faire exploiter par un système expert, intelligent, qui va permettre d'aider dans
de la prévention, de la prédiction. Mais ce n'est pas l'IA qui crée les données. L'IA utilise les données qui sont générées par les systèmes. Oui. Oui. Encore une question dans la salle. Oui. Oui, alors nous avons l'habitude, quand on est praticien, de la responsabilité partagée, c'est-à-dire que quand on est expert, qu'on nous envoie des données, des lames... Plus près de votre... Allô, vous m'entendez? Alors je dis que nous avons l'habitude en médecine d'avoir une expertise partagée. Un praticien sollicite un collègue ailleurs, et puis on a comme ça une responsabilité partagée par rapport à la lecture d'un problème complexe. Alors avec l'intelligence artificielle, il y a une triangulation, puisqu'il va y avoir une technologie qui, quelque part, va médier la précision de la transmission de l'information. Et là, dans le cas de l'anatomopathologie, la numérisation et la masse de données que cela implique et l'effort de précision et d'interprétation qui est fait font que, dépendamment de s'ils vont être associés à la responsabilité médico-juridique, même si on n'est pas aux États-Unis, ils vont nous faire des choses de plus en plus performantes et de plus en plus chères éventuellement. Et donc, jusqu'à quel point on va les pousser, nous autres, pour que justement leur rapport en termes de médiation technologique ne dégrade pas l'expertise partagée dont on a l'habitude entre praticiens quand il n'y a pas d'intermédiaire. J'anticipe un peu sur la conférence de demain. On est confronté dans les réseaux, je vous disais, dans les relectures, à des relectures expertes. Il n'empêche que la responsabilité du compte-rendu, elle revient toujours à l'anapathe de base. Quand bien même il a demandé à des experts et que ça a été relu en expertise, c'est toujours le médecin qui signe son compte-rendu qui est responsable. Et donc, c'est lui qui a chaud aux fesses et qui fait attention. Alors, j'avais une question, moi aussi, de la salle de tout à l'heure. Une question assez générale. Et je pense qu'on a déjà donné pas mal d'informations. Vous avez déjà donné pas mal d'informations. C'est à votre connaissance des applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cancérologie et dans le domaine des pathologies cognitives. Alors, on a parlé d'Alzheimer tout à l'heure avec l'exemple de Mme Fernandez-Malouaille. En cancérologie, on l'a évoqué un petit peu aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les applications de l'intelligence artificielle dans ces domaines-là? Pour nous, c'est vraiment l'aide au diagnostic. Et moi, je me dis aussi, il nous arrive d'avoir des cas exceptionnels. On parlait tout à l'heure de tumeurs rares. Moi, je rêve de banques de données suffisamment puissantes pour que le jour où je lui dis tiens, j'ai une image que j'ai absolument jamais vue et qu'ils me disent moi je l'ai vu dans tel ou tel hôpital de Tombouctou, je ne sais où. Et donc ça doit certainement être ça. Et je dis, en quelques minutes, je lui dirais merci beaucoup. Il est 20h13. Et là, je crois qu'il faut s'arrêter là, mais on pourra discuter encore après. Merci beaucoup. Merci à nos 3 experts de ce soir. Il n'y aura pas de... Alors, je n'ai pas encore la prochaine date du pôle Info Santé. Prochain date du pôle Info Santé. Ça sera après septembre, octobre, dans ces eaux-là. Je n'ai pas le thème non plus, vous vous rendez bien compte. Mais tout à l'heure, en tout cas 20h30, 20h40 à mon avis, il y a donc la conférence du professeur Gilles qui va parler éthique et intelligence artificielle. Je vous le conseille. Bonne soirée à vous.